Bonjour et bienvenue dans Histoire d'échanger. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très belle année 2020 pour vous et pour vos proches. Que vous ayez choisi de faire une liste de résolutions, de placer une intention, de désigner un mot pour définir votre année ou de ne pas avoir de résolution du tout, je vous souhaite d'avoir toutes les ressources nécessaires pour réaliser vos rêves et vos projets. Et si le fait de changer d'année et de voir le temps passer vous stresse et vous angoisse, vous pouvez adopter une autre approche sur la notion du temps. Il y a quelques semaines, un des auditeurs du podcast m'a contacté sur Instagram, il se reconnaîtra, et il m'a parlé de la vision du temps cyclique et j'ai trouvé le sujet fascinant. En fait, dans notre culture, on a une vision du temps qui est linéaire, qui veut définir un passé, un présent et un futur. Et en fait, cette façon de voir les choses peut nous conduire à penser que nous pouvons soit perdre notre temps, ou que le temps est irréversible. Alors que dans certaines cultures asiatiques, comme en Chine par exemple, le temps est perçu comme étant cyclique, ce qui fait qu'il ne se perd pas, car tout est à l'éternel recommencement. Donc, vous pourrez voir cette nouvelle année et nouvelle décennie comme un cycle qui recommence, comme des beaux moments qui reviennent, des traditions à renouveler et des expériences à revivre. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente année 2020. Maintenant, parlons de mon invité. Si vous pratiquez le yoga en France, vous connaissez sûrement Cécile Doherty Bigara, professeure de yoga à Toulouse, écrivaine et femme engagée dans l'écologie et le féminisme. Une des choses que j'aimais le plus sur l'idée de déménager à Toulouse était la possibilité de pratiquer le yoga avec Cécile. Assister à ses cours est pour moi un vrai privilège. Ce sont des moments de partage, pleins de spiritualité, d'honnêteté et d'humanité. Je remercie Cécile du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation pour parler sur ce podcast et je vous laisse découvrir ma conversation avec Cécile Doherty Bigara. Changes. Changes come. Changes go. There's always change. Bonjour Cécile, Bonjour Laura. comment ça va? Waouh, grande question. Ça va bien. Je sors d'un rhume et je suis contente de retrouver mon corps et ma santé. Je suis contente aussi pour toi. Cécile, je t'ai rencontrée comme beaucoup de personnes à l'époque où je m'intéressais au yoga, où je commençais à m'intéresser au yoga, comme beaucoup de personnes chez Yoga Journal, dans le magazine où on peut lire tes chroniques. J'ai commencé à lire tes mots et j'ai tout de suite aimé ta voix. Tout de suite aimé l'énergie des textes que tu dégages en fait. C'est marrant parce que du coup, on vient de découvrir, enfin j'ai découvert il y a même pas 10 minutes qu'on a presque le même âge et j'ai l'impression que tu as déjà une sagesse de quelqu'un qui aurait vécu mille vies. Et en même temps, tu as ce côté aussi très joyeux qui fait qu'on a envie de te connaître plus, qu'on a envie de savoir ton histoire. Et c'est pour ça que, pour moi, depuis le début de la création de ce podcast, je voulais t'interviewer. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée. Alors, Cécile Doherty Bigara, Oui. tu es professeure de yoga. Tu es aussi écrivaine puisque tu publies tes chroniques dans le magazine Yoga Journal, comme l'a déjà mentionné, mais aussi tu fais des très beaux textes sur Instagram. Pour les personnes qui ne te connaissent pas ou qui voudraient te suivre, je leur recommande de le faire parce que c'est vraiment inspirant. Et tu es aussi co-créatrice du programme Pau Sacré en ligne. Et c'est un peu le thème qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être la femme. On va parler de la femme, de la féminité. Pour moi, c'est quelque chose qui est complètement dans la thématique du changement parce que la femme, de par sa nature, vit des cycles et donc est un constant changement, a une expérience de changement assez intéressante. Donc, déjà pour commencer, je voudrais que tu te présentes et que tu nous parles des changements que tu as vécus dans ta vie. Je pense que tu m'as déjà bien présentée. Donc, je m'appelle Cécile. J'habite à Toulouse. Je suis passionnée par le yoga et la spiritualité, mais aussi par le féminisme et l'écologie. J'aime beaucoup lire et écrire. Donc, en effet, toute seule à la maison pour gérer mes émotions, pour relâcher certaines choses, je prends souvent un papier, un stylo ou même mon téléphone pour écrire. Donc je passe beaucoup par ça et j'aime beaucoup lire aussi. J'ai beaucoup d'admiration pour ça. Donc par rapport au changement que j'ai vécu, c'est une énorme question. Il y en a beaucoup, comme tout le monde, tout le temps des changements, mais qui me semblent être encore pertinents aujourd'hui. Le premier, c'est de devenir mère. C'est je pense, le plus gros changement de ma vie.
au point où j'ai un peu de honte à dire ce que je veux dire. Il y a un peu un côté tabou, mais c'est vrai que maintenant que je suis maman, mon fils a presque 2 ans. À chaque fois que j'ai une amie ou une connaissance qui est enceinte, qui m'annonce qu'elle est enceinte, il y a toujours ce côté où je la félicite et c'est génial, etc. Elle a le ventre rond, etc. Mais à l'intérieur de ma tête, il y a forcément à un moment donné une pensée du type « Oh putain, oh merde ». Elle ne sait pas, surtout si c'est son premier enfant, s'il y en a plus, elle sait. Elle ne sait pas en fait l'ouragan, la tornade qui est en train d'arriver. Même si elle est prête et elle est disponible et elle a toutes les bonnes intentions, elle a cette tornade qui arrive. Et faite de choses très intenses des deux côtés, du très beau et du très dur. Donc, je ne sais pas si toutes les femmes vivent la maternité de façon aussi poignante que moi. Je ne sais pas. Je pense que ça dépend de la sensibilité de chacune, des conditions dans lesquelles elles deviennent mères. Est-ce qu'elles sont soutenues? Est-ce qu'il y a de la famille autour? Est-ce qu'elles bossent à plein temps? Est-ce qu'elles ne bossent pas du tout? Il y a tellement de choses qui transforment cette expérience. Mais dans ma situation, ça a été une claque absolue. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Donc ça, c'est un changement qui a remplacé ma colonne vertébrale. Ça a été aussi fort que ça. Donc ça, c'est... Enfin, je ne sais pas à quel point je dois énumérer tous les changements, mais ça, c'est sûr que c'est un gros changement. Quand je pensais à ta question du changement, un changement qui a opéré ces dernières années, dont je suis super émue et contente, c'est le fait que j'étais quelqu'un, peut-être il y a 5-6 ans, qui était sans amis, qui n'avait pas d'amis, qui était très solitaire. Je ne sais pas comment, mais j'ai pas pris soin de mes amitiés d'enfance ou de lycée. J'ai pas su valoriser ça. Et du coup, je me suis retrouvée à une phase dans ma vie où j'avais pas pris soin de mes anciens amis. Et je suis encore introvertie, sensible. Donc je vais pas forcément aller dans des soirées, dans des fêtes super facilement. C'est pas forcément ce qui m'attire. Et je pense qu'il y avait aussi plein de croyances que j'avais et que je peux encore avoir maintenant, qui sont que j'ai toujours l'impression que les autres savent comment être en société et comment on papote et comment on est entre amis et comment on se donne des nouvelles. Vraiment, l'art de la conversation, c'est quelque chose que je regarde beaucoup de l'extérieur et je trouve qu'il y a des gens qui ont l'air tellement à l'aise. Et moi, je me suis toujours sentie comme si j'avais pas reçu ce module-là, cette info, je sais pas, elle m'a pas été transmise. Et du coup, je me suis retrouvée à un moment donné où j'avais pas d'amis, où je me sentais seule. Maintenant, je me rends compte avec du recul. Mais c'était tellement dur de savoir par où commencer, que faire. Et puis ça me crée tellement d'insécurité, je pense aussi de jugement ou de honte de cette solitude que je disais, bah en fait, moi je suis introvertie, je suis solitaire, j'ai besoin de personne. Et dans les dernières années, il y a une grosse remise en question par rapport à ça. Et j'ai vraiment tout repris depuis le début. Alors ça va peut-être paraître bizarre à quelqu'un de se dire « Ouh là là, mais les relations, c'est spontané, il ne faut pas du tout y réfléchir, on n'aborde pas ça comme un projet. » Mais voilà, moi je suis faite d'une façon que les choses, je les réfléchis, je les sens et je les médite beaucoup. Et donc vraiment de commencer ce chapitre de « Bon, bah, j'ai envie de laisser rentrer les gens dans ma vie. » Ça s'est fait progressivement et maintenant, ça fait facile de le dire maintenant, mais 2, 3, 4 ans après, je suis dans une situation à l'inverse, à l'opposé, où j'ai des amis que j'aime et à qui je peux parler sincèrement de tout ce que je sens. J'ai un cercle de femmes où je vais tous les mois. J'ai tout un tas de réseaux différents qui font que ça me crée une énorme joie, un énorme soulagement d'avoir réussi à voir que ça me convenait pas, qu'il y avait une forme de souffrance à pas voir des gens, à pas expérimenter cette facette-là. Et de m'être dit, bon, bah, on repart à zéro et on apprend à prendre soin des gens et on apprend à prendre soin des relations. Donc ça, c'est un gros changement. Il y a peut-être un troisième qui a probablement été un changement majeur dans ma vie, qui a été le fait de devenir végétarienne.
Et ça s'est passé il y a 6-7 ans, je pense, quand je suis devenue prof également. Et pour le coup, c'est un changement qui est forcément là tous les jours, quand je petit déjeune, quand je déjeune, quand je dîne. Mais c'est tellement, dans mon expérience, c'est tellement facile. Moi, il y a que de la joie, il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucune privation, il n'y a aucun sacrifice. Et du coup, ça fait aussi que je pense que je suis déconnectée de la vie de tous les jours, parce que des fois, je vois des gens où je vais dans des restos et je dis « Ah, mais les gens mangent encore de la viande ou du poisson. » Et euh, voilà, c'est un changement qui, pour le coup, était comme un gant qui m'allait parfaitement. Ça me plaît, j'aime comment je me sens. Ouais, c'est un changement joyeux. Donc ça, c'est un gros truc aussi, mais qui n'a presque demandé aucun effort. Et donc du coup, ça veut dire que pour toi, le changement ou les changements que tu vas vivre dans ta vie, tu disais que tu réfléchissais beaucoup. Est-ce que ça va être quelque chose qui va mûrir dans toi, enfin chez toi, pendant des mois et des mois pendant des réflexions, ou est-ce que tu es capable aussi du jour au lendemain, de te dire, je sais pas, par rapport au style d'alimentation, typiquement, est-ce que c'était quelque chose qui a été décidé du jour au lendemain? Comment tu vis le changement? J'adore le changement. Je pense qu'on est tous différents et différentes, et je m'en rends vraiment compte maintenant. Il y a plusieurs années, j'aurais eu tendance à vouloir mettre tout le monde dans la même case, et probablement ma case. Les gens devaient me ressembler, et si je faisais quelque chose d'une certaine façon, bah, forcément que les autres devaient y arriver de la même façon et à la même vitesse. Mais plus ça va, et plus je me rends compte qu'on est tous très différents, très beaux. Il n'y a personne qui est meilleur. Personne n'est meilleur qu'une autre personne. Chacun a des facilités, des disponibilités, des résistances. Et moi, dans la façon dont je suis faite, je suis hyper ouverte au changement. Parce que ça vient peut-être d'une partie de moi qui veut toujours être une bonne élève. Donc il y a vraiment un côté où si j'apprends qu'on peut faire telle chose d'une autre façon qui est, je sais pas, plus écologique, plus efficace, plus bienveillante, j'en sais rien. Si j'ai l'impression qu'il y a une amélioration, j'essaye de le mettre en place tout de suite. J'ai souvent des conversations avec mon copain qui a tout à l'inverse, il a beaucoup d'inertie, il a une grande résistance au changement. Et du coup, c'est chouette parce qu'on peut en parler sans jugement, à force on se connaît et on sait que chacun a sa propre beauté. Mais on discute souvent de cette joie que j'ai à créer du changement. Et en effet, je pense qu'il y a des changements en effet externes, inattendus, des maladies, des crises, des changements professionnels. Mais je me souviens d'une professeure de yoga justement qui avait donné l'exemple d'un œuf, une coquille d'œuf, et qui disait que pour casser cette coquille d'œuf, on peut très bien venir de l'extérieur, taper sur la coquille et la casser, mais le poussin à l'intérieur de l'œuf peut aussi casser de l'intérieur et créer cette cassure. Et elle disait que dans la vie, forcément qu'il y avait des changements qui allaient être externes, mais que c'était vraiment une expérience différente d'initier certains changements. Donc de ne pas subir constamment des changements, puisque la vie est faite de façon à ce que si toi tu ne veux pas changer, elle va te faire changer, elle va te pousser dans des directions. Mais de soi-même initier un changement et faire ce travail interne, ça vaut vraiment la peine aussi de le vivre. Donc je cherche souvent ces changements que je peux faire partir de l'intérieur, en sachant que ça a aussi ses côtés néfastes, c'est-à-dire que je ne suis pas forcément quelqu'un qui se laisse tranquille, qui se laisse un peu... je ne me laisse pas trop couler douce, et je pense que je bénéficierais beaucoup plus de aussi me laisser être comme je veux être. Mais voilà, ça c'est un peu ma relation au changement. Je crois que c'était ta question. C'est exactement ça, merci. Et du coup, justement, si on parle du premier changement que tu as évoqué, donc celui de devenir maman, tu dis aussi que tu as une passion pour le féminisme. Est-ce que tu te sentais femme déjà avant de devenir mère, ou est-ce que le fait de devenir mère t'a aidé à retrouver la femme en toi? En devenant mère, je crois que je suis devenue pour la première fois femme au sens très physique. Donc mes seins donnaient du lait, mon utérus était passé de la taille je crois, un point serré, peut-être même plus petit, à la taille d'une pastèque à la fin. Donc on est en admiration en fait devant ce corps de femme qui peut créer un être humain. Donc oui, sur l'aspect physique, ça a été très positif, et puis ça m'a amené maintenant sur une pente où je supporte plus
Le fait de critiquer son corps par normes sociales ou par habitude ou par... je sais pas. Je sais pas exactement toutes les raisons pour lesquelles on le fait, mais c'est un corps qui fait tant, qui nous donne tant, qui a une magie tellement, une intelligence tellement profonde que... Ouais, ça, j'ai appris à vénérer et à apprécier mon corps en devenant mère, donc mon corps de femme. Ensuite, par rapport à peut-être l'aspect émotionnel ou psychologique ou mental, est-ce que devenir mère m'a fait sentir plus femme? À quel moment est-ce que ta passion pour le féminisme s'est déclenchée? J'ai envie de... C'est ça, oui. Voilà. Je ne sais pas si ça m'a fait sentir plus femme, mais carrément plus féministe. Ouais. Ma passion pour le féminisme, je crois que je peux vraiment retracer le tout. Il y a eu d'autres moments, mais je me souviens très bien, quelques semaines après avoir accouché de Léon, j'étais dans la rue, je rentrais chez moi, je passais devant un carrefour. Il y avait un jeune garçon, peut-être 16-18 ans, qui passait. Et je sentais dans sa démarche, en fait, dans sa façon de marcher dans le monde, qu'il se sentait le roi du monde. Et puis moi, j'étais là, toute mal habillée, décoiffée, fatiguée d'avoir accouché de mon fils. Et je sais pas, j'ai senti que il me voyait pas du tout comme une déesse, comme la reine du monde, comme une force, comme une puissance. Et je me suis dit, putain, c'est un jeune qui a 16 ans, il découvre à peine la vie. Avec ses difficultés, forcément, je connais pas sa vie, mais il y a quand même une forme d'insouciance quand on est jeune. Et moi, je suis là, je viens de faire un truc extraordinaire. Et pourtant, dans cette rue, dans cet espace public, moi, je disparais, en fait. Je rase les murs et je suis considérée comme moins importante qu'eux, par plein de façons différentes. Quand on s'intéresse au féminisme, on se rend compte que c'est vraiment pas une caricature. Il y a un patriarcat qui est dominant dans plein d'aspects. Et je me souviens très bien de ce moment où je me suis dit, mais quelque chose n'est pas à sa place. Et ensuite, le deuxième temps, ça a été quand j'ai lu le livre Sorcière de Mona Chollet. Et ça faisait un moment que j'avais pas lu de livre. Oui. Ouais. Tu l'as lu? Je l'ai lu, oui. Tu... Il m'a bouleversée. Moi, par exemple, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Donc ça m'a rassurée. Et en même temps, parce que moi j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les femmes qui justement ont cette envie et qui vont jusqu'au bout. Je pense chez moi il y a une espèce de peur, mais c'est aussi un choix que je fais. Ça m'a énormément rassurée aussi. Ça m'a donné ma place. Voilà. Ouais, il y a un chapitre qui s'appelle Le désir d'infertilité. Ce livre qui est absolument génial, je l'ai lu au moment où il fallait, où j'avais pas lu de livre depuis longtemps, puisque être mère c'est un boulot à plein temps. Et quand je l'ai lu, j'ai l'impression que mes terres arides étaient assoiffées et buvaient de l'eau et juste des plantes naissaient, des fleurs naissaient. Il y avait vraiment un côté, le printemps revient, un nouveau chapitre se tourne. Et c'est un sujet qui mérite 500 heures de discussion, mais par rapport à la maternité, puisque tu me parlais de se sentir femme en devenant mère et le féminisme, de toutes mes recherches et tous les livres que je lis sur le féminisme, je crois qu'on est toutes d'accord pour dire que le moment où l'inégalité se creuse, c'est le moment de la maternité. Le moment où une femme devient mère, en fait. Si elle a un compagnon, si elle est dans une relation hétérosexuelle qui gagne plus ou moins autant d'argent qu'elle, ou qui a plus ou moins autant de temps libre, autant de temps professionnel, on va dire plus ou moins deux expériences similaires de la vie, le moment où il y a cette parentalité, il y a une fracture, en fait. Et il y a deux chemins différents qui se font. Pas pour tout le monde, pas dans mon expérience, puisque mon couple, on a créé quelque chose qui est très féministe, mais la maternité, elle devient un moment où... dans une entreprise, la femme va être moins payée, va être mise au placard, va pas accéder à certains postes, va pas pouvoir aller à certaines réunions parce qu'elle doit aller chercher ses enfants, alors que le père qui bosse peut-être dans la même entreprise, on n'attend pas de lui qu'il aille chercher ses enfants. Et puis psychologiquement, il y a quelque chose de très, très, très puissant qui se fait quand on devient mère, qui est que on apprend à se mettre au service d'un autre, de son enfant, et ça peut aller trop loin. On peut vraiment disparaître de sa propre vie. Et avec du recul, je me rends compte que, par exemple, j'ai
une grand-mère, donc le côté mexicain, ma grand-mère, elle a eu 13 enfants, et du côté de mon père, du côté français, elle a eu 14 enfants. Et maintenant, à 30 ans, avec un enfant, en sachant tout ce que se représente un enfant, je me dis, mais c'était tellement la meilleure façon de pas laisser de choix à ces femmes. C'était de leur faire avoir des enfants. Sur un autre enfant, sur un autre enfant, sur un autre enfant. Et c'est comme ça qu'une femme disparaît, en fait. Donc, ouais, le fait de devenir mère m'a ouvert les portes du féminisme et m'a mis très en colère et très consciente aussi de comment c'est infiltré dans 500 000 interactions et choses que tu vois qui te semblent anodines. Le féminisme, c'est un de ces trucs qui est dur parce que une fois que tu sais, une fois que tu as cette grille de lecture, une fois que tu as porté ces lunettes, le monde, tu le regardes plus jamais comme avant. Et en même temps, c'est intéressant parce que tu enseignes le yoga qui, à la base, historiquement, était fait pour des hommes. Enfin, c'était une pratique qui avait été plutôt conçue par des hommes pour des hommes. Comment tu vis ça? Enfin, comment t'intègres Donc moi, du coup, j'ai fait le programme Pau Sacré qui est quand même incroyable. Ça parle, je te Merci. laisserai présenter Merci. le programme, mais du coup, c'est un yoga qui parle plus aux femmes. Ça, on le voit de plus en plus, d'ailleurs, c'est génial. Comment tu vois justement ce changement dans le monde du yoga aujourd'hui? Je me questionne pas tant que ça d'un point de vue contemporain. Je sais qu'il y a beaucoup plus de femmes élèves, beaucoup plus de yoginis que de yogis. Je sais qu'il y a beaucoup plus de professeurs femmes. Je sais aussi qu'il y a des professeurs et des élèves hommes de grande qualité. Moi, je suis naturellement attirée plutôt par les professeurs femmes, mais j'ai aussi des professeurs hommes que j'aime beaucoup. Ça me taraude pas tant que ça. C'est surtout rétrospectivement, quand je regarde dans les 100 dernières années, ce qu'on appelle les grands maîtres du yoga qui étaient tous des hommes. Je me questionne sur comment le sexisme, comment justement cette prise de conscience féministe a fait qu'à l'époque, on a accepté des choses où on donnait une place à ces personnes qui à la fois, c'est-à-dire il y a un professeur ou un grand maître, ok, il a quelque chose à dire qui est passionnant, qui m'apporte quelque chose, ok, et en même temps, parallèlement, ces hommes, parfois, étaient sexistes dans leur façon de parler, dans leur façon de toucher, dans leurs références culturelles. Et du coup, ça me questionne vraiment. Est-ce que quelqu'un que j'admire, que j'ai lu, que j'ai vu, pouvait en même temps être quelqu'un de sexiste, qui comprenait pas ça, qui n'avait pas encore compris il y avait cette inégalité-là. Donc, dans le yoga, comme dans la spiritualité d'ailleurs, puisque il y a beaucoup plus de figures masculines qui sont mises en avant. Ouais. Je sais pas si j'ai réussi à bien l'exprimer, mais je me méfie peut-être plus maintenant de choses que je lis du passé, je sais pas, du Bouddha, de Osho, de n'importe qui. Parce que avant je voyais juste la figure spirituelle et maintenant je questionne beaucoup l'homme. Mais justement, est-ce que tu ne penses pas que le yoga peut être quelque chose qui va nous apporter, qui va aider le mouvement féministe, du fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de femmes dans le yoga et qui essayent de s'intéresser à justement toutes ces questions spirituelles. Est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose? Oui. Alors déjà, pour que ça change quelque chose, il faudrait que tout le monde soit d'accord sur le terme féministe. Parce que c'est un terme où, même dans ma famille proche, dans des amis, il y a une telle incompréhension que beaucoup de personnes vont être contentes de dire « mais non, moi je ne suis pas féministe ». Comment tu le définis, toi? Alors le féminisme, c'est un mouvement qui, par un courant de pensée, qui par des actions, qui par des recherches, cherche à créer une égalité des droits et des devoirs et des expériences entre les hommes et les femmes. Donc c'est pas les femmes sont géniales et pas les hommes. C'est constater qu'il y a un déséquilibre et faire des choses pour changer ça, mais surtout constater que les femmes ont beaucoup moins de cases dans lesquelles elles peuvent s'exprimer dans cette terre. Elles sont beaucoup plus définies par des étiquettes et des choses qu'on attend d'elles. Les hommes aussi. Hein. On se rend compte avec le féminisme que les hommes aussi ont une expérience pas forcément épanouissante de ce monde qu'on a créé, de ce patriarcat. Mais en tout cas, les femmes ont cette expérience très étriquée, très réduite de ce qu'elles peuvent être. Donc une fois qu'on se met d'accord sur cette définition, je pense que le yoga, en effet, vu que c'est plein de femmes, beaucoup plus de femmes que d'hommes, peut amener cette capacité à
Je crois que le yoga, ce que ça m'apprend, c'est à réfléchir, me poser, devenir consciente, pas tout de suite réagir. Ouais, pas vivre ma vie en mode pilote automatique. Vraiment me questionner, conscientiser les choses. Et dans ce sens-là, oui, je pense que ça peut aider. Après, il peut y avoir aussi des choses qui sont faites pour reverser des dons à des associations féministes, pour aider des femmes dans certaines situations. Mais le yoga a un côté un peu rebelle, même si c'est peut-être pas l'idée que les gens s'en font quand ils pratiquent pas, mais il y a cet aspect de, ok, il y a cette information, il y a cette personne, il y a cette expérience, il y a cette alimentation, mais moi, comment je me sens avec ça? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait pas du bien? Ça nous amène vachement à développer un esprit critique. Et le féminisme, c'est vraiment cette question d'esprit critique. C'est très brutal, le féminisme. C'est-à-dire que on doit abandonner tout ce que nos parents nous ont transmis, pour la plupart d'entre nous, tout ce que la culture nous donne, et on doit souvent nager à contre-courant. C'est hyper désagréable de nager à contre-courant. C'est beaucoup plus facile de rentrer dans le moule. Donc, ouais, ça incite à développer cet esprit critique et à dire, bon, bah, je m'apprête à sortir du confort de j'accepte le sens dans lequel va la société, je m'arrête et puis je regarde et en fait peut-être que je décide d'aller dans l'autre sens. Ça me fait penser à l'autre passion que tu as, cette lutte contre le changement climatique ou le fait qu'aujourd'hui tu es devenu très, c'est pareil, c'est un mot que j'aime pas trop, mais écolo, parce qu'on dirait presque que c'est quelque chose d'assez péjoratif. Est-ce que tu penses que ça va de pair? Est-ce Oui. que chez toi c'était quelque chose qui allait ensemble? L'écologie était là depuis beaucoup plus longtemps. Mais le point commun de l'écologie et du féminisme, c'est que ça rend ta vie difficile. c'est vraiment ça. Hein. C'est que il y a un modèle, le modèle dominant, le modèle le plus facile pour le moment, mais qui est aussi très violent et très néfaste. Et l'écologie, comme le féminisme, c'est première grosse phase d'éducation. C'est vraiment de te dire, en fait, c'est un truc immense. Je dois lire, je dois écouter des podcasts, je dois interroger des personnes, je dois me questionner, je dois regarder ma famille, d'où je viens, comment ça se passe. Et même quand tu crois que tu as compris, en fait, 6 mois après, 3 mois après, tu intègres une nouvelle couche, une nouvelle complexité. Tu te dis, ah mais en fait, au début, je touchais à peine la surface et tu vas un peu plus en profondeur. Et ça fait qu'après cette première phase d'éducation, bah, tu te réveilles le matin et presque chaque seconde, tu es présenté par un choix où tu te rends compte de la, entre guillemets, bonne décision à prendre et mauvaise décision à prendre. La décision facile, la décision difficile, la décision qui est honnête et qui est digne, et la décision où tu vas juste continuer dans un sens qui ne nous convient pas. Donc, l'écologie comme le féminisme, je trouve, parmi mes amis qui s'intéressent à ça, sont aussi des questionnements très lourds à porter. Et à un moment donné, on est saoulé, on est fatigué. C'est vrai, hein, il y a une lassitude, pas forcément une lassitude parce qu'il y a un feu, il y a une passion pour ça. Mais parfois, vu que c'est vraiment à contre-courant pour le moment, c'est énergétique, ça. C'est-à-dire que quand, par exemple, dans sa famille, quand on prend le rôle dans sa famille, dans sa constellation familiale, qui était le rôle attribué, je sais pas, on est la petite sœur, la grande sœur, le parent nana, et on accepte. Bah, c'est beaucoup plus facile qu'à un moment donné de dire, mais en fait, moi, ça me convient pas, ce rôle, cette place dans la famille, je suis pas d'accord avec les valeurs de cette famille. C'est hyper difficile. Parce qu'on perd ce sentiment de communauté et d'appartenir. Et dans l'écologie et le féminisme, c'est la même chose. C'est-à-dire que au lieu de tranquillement vivre sa vie, aller au resto, aller au ciné, suivre toutes les valeurs actuelles de ce qu'est le bonheur et la réussite, eh ben non. On fait des pauses, on s'interroge, on se rend aussi compte de la crise actuelle, de l'ampleur de la crise actuelle. Ça crée une forte souffrance parce qu'il y a une véritable crise, et donc forcément, ça crée de la tristesse et de la colère et de l'agitation et de la peur. Donc ces deux chemins, je les aime parce que moi j'ai l'impression d'avoir les yeux ouverts, je vois ce qui se passe autour de moi, mais des fois on a juste envie de... Et on peut, hein. Des fois on ferme les yeux juste un moment, une semaine, peut-être des mois, des années. Il y a des moments où on accepte qu'on ne porte pas la responsabilité du monde entier sur ses épaules, et puis et on se laisse aussi ces temps pour revenir dans cet engagement ou dans ce militantisme plus fraîche, et aussi peut-être mieux informé, puisque comme je le disais au début,
c'est vraiment des sujets passionnants parce que dans l'écologie, je me rends compte maintenant, l'idée que je me faisais de l'écologie il y a 15 ans était tellement naïve, je réalise maintenant. C'était vraiment un côté, on va sauver les pandas, on va sauver les forêts, et puis je vais recycler. Et maintenant, je me rends compte que c'est très complexe, c'est lié au fait qu'on est dans 2050 bientôt 10 milliards d'habitants qui ont absolument le droit, tous, autant que nous sommes, de dire moi je veux un train de vie confortable et je veux voyager et je veux avoir une voiture et je désire disposer de tant d'objets à la maison. Et en fait, on ne peut pas, à 10 milliards d'habitants, faire ça. Et en même temps, réaliser que la solution à un problème, donc par exemple, je ne sais pas, on peut devenir végétarien et dire super, je suis en train d'agir pour l'environnement. Et en même temps, on continue à acheter, et c'est totalement mon cas, des steaks à base de soja suremballés en plastique qui créent aussi un autre problème. Donc quand on réalise qu'il n'y a pas une solution, c'est un peu désespérant parce que ce serait tellement plus facile qu'on nous dise il y a ces 3 trucs, tu fais ces 3 trucs et c'est bon, on va s'en sortir. Et ouais, c'est un peu déstabilisant et surtout, je pense que ça demande de s'informer avant de peut-être agir ou même critiquer les autres et juger les autres pour leur comportement parce qu'il y a tellement de grilles de lecture différentes. Je voulais aussi savoir, du coup, quels sont les changements à venir chez toi. Depuis presque 1 an, je me fais suivre par un thérapeute. Et donc c'est vraiment, je pense que ça va être un travail de plusieurs années où c'est ce qu'on appelle du deep work, du travail en profondeur, où je veux voir d'où je viens en fait, quels sont les programmes que j'ai intégrés de mes parents et qui font que je vois la vie d'une certaine façon. Et que toi et moi, on peut passer la même journée, être face aux mêmes choses, et moi je vais l'aborder avec ma grille de lecture et toi avec la tienne. Et donc pour moi, ça c'est un énorme changement parce que je pense qu'il y a des choses qu'on fait qui sont super, mais qui sont superficielles. Et puis il y a des choses qu'on fait dans cette introspection qui sont plus profondes, et qui viennent à la racine, et à mon avis qui peuvent peut-être avoir un impact plus pérenne. Donc ça, c'est sûr que ça fait partie d'un gros changement. On en parlait juste avant l'interview, je vais probablement écrire un livre, donc ça c'est un gros changement. Mais je ne vais pas en parler plus pour l'instant parce que c'est pas totalement finalisé. Ouais, je crois que c'est déjà pas mal. Et on passe du coup à la dernière question, la question que je pose à tous mes invités. Si tu avais une baguette magique qui te permettait de changer une seule chose, juste une chose dans le monde, n'importe laquelle, qu'est-ce que tu changerais ? Mon Dieu. Il y a une partie de moi qui est ultra autoritaire et dictatoriale et qui veut que tout le monde fasse comme moi, carrément. Et je pense que cette partie de moi, à une époque, elle aurait dit « Ah, j'aimerais que tout le monde devienne végétarien. » Puis avec le temps, comme on disait tout à l'heure, le fait de pouvoir voir des gens très différents de moi et juste réaliser que ce sont tous des expressions très belles, très différentes, et qu'il n'y a pas juste ma forme et mon expression qui est valide, a fait que également sur la question de l'alimentation végétarienne, je suis passée de tout le monde doit devenir végétarien à non, en fait, il y a plein de choses que tu comprends pas, plein de situations différentes, ça marche pour toi, ça marchera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Donc j'ai honnêtement enlevé cet aspect à vouloir contrôler la vie des autres, en tout cas sur l'alimentation. Mais je pense qu'on bénéficierait quand même tous de sortir de cette orgie d'exploitation animale et de considérer comme totalement normal de midi et soir avoir un morceau d'animal à manger. C'est peut-être pas la façon la plus tendre d'en parler, mais c'est sûr que pour moi maintenant c'est un peu devenu ça. Donc puis je sais que d'un point de vue écologique, d'un point de vue aussi de notre rapport au monde, ça changerait tellement de choses de pas se positionner comme les dominants ou
ou comme si on était dans une jungle, le lion est obligé de manger la gazelle, c'est autre chose qui est en train d'avoir lieu. Donc je crois que on serait tous un peu plus détendus. Et je suis pas quelqu'un de super détendu. On serait tous en meilleure santé. Et on aurait une relation plus directe avec la nature si on questionnait notre rapport à la viande et au poisson. Ouais. Donc s'il avait une baguette magique, peut-être que plus de nourriture libanaise, plus de houmous et de lentilles. C'est très bon aussi d'ailleurs. Ah, c'est tellement bon. Plus de paix dans nos assiettes. Ouais, c'est un joli mot pour la fin. Mm. Plus de paix dans nos assiettes. Merci beaucoup Cécile. Merci à toi, c'est allé super vite en tout cas pour moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Expand your horizons in all directions at once.